Et je passe tout de suite la parole à Bernard Valisère. Bien, donc je vais vous parler de neuroéconomie. Je ne suis pas un praticien de la neuroéconomie, mais je suis un économiste qui s'intéresse aux problèmes de la cognition, et donc je vais essayer de faire quelques remarques méthodologiques concernant la neuroéconomie. La neuroéconomie est, comme on l'a dit, définie d'habitude comme l'analyse des mécanismes cérébraux qui sous-tendent les décisions économiques. Comme l'a fait remarquer Stanislas Dehaene dès le début, on a dans cette définition en fait une version étroite de la décision par rapport aux sciences cognitives, et en particulier pour les économistes, évidemment, la perception par exemple ou le mouvement ne sont pas directement des décisions, encore que certains articles récents ont essayé de montrer que le mouvement peut être assimilé à des choix entre loteries, c'est-à-dire essayer de rabattre en fait des décisions qui sont de nature a priori extra-économique sur des décisions économiques. Par extension, on peut définir la neuroéconomie comme l'apport des neurosciences cognitives à la discipline économique, et en cela, ça diffère d'une littérature dont je ne parlerai pas du tout, qui est la littérature sur l'explication du fonctionnement du cerveau en termes économiques. On en a eu un exemple tout à l'heure avec Elias Junier. Cette littérature est en général à base de deux ingrédients. D'une part, l'existence de self multiples qui sont plus ou moins coordonnés par une entité centrale, et d'autre part, des processus d'apprentissage auxquels sont soumis ces self multiples. Alors, je vais faire deux ordres de remarques et de critiques à propos de la neuroéconomie. Les unes sont de nature ontologique et liées au fait que la neuroéconomie est une discipline transversale, fondamentalement, c'est une discipline hybride qui fait le pont entre les neurosciences et l'économie. Et d'autre part, un certain nombre de critiques plus méthodologiques qui sont liées essentiellement au fait que la discipline est une discipline expérimentale. Certaines critiques seront des critiques très générales, en fait, qui s'appliquent à d'autres disciplines tout aussi bien. D'autres critiques seront des critiques beaucoup plus spécifiques pour la neuroéconomie. Bon, première chose, dans la représentation, je pense, classique que se font les économistes du monde, il y a 4 niveaux d'organisation du réel qui sont les suivantes. D'une part, on a le niveau social, je commence par le niveau supérieur. Le niveau social qui sont le niveau des collectivités humaines, qui sont et dont les principaux ingrédients sont les institutions, les organisations et d'autres formes de phénomènes sociaux. D'autre part, on a le niveau comportemental ou le niveau individuel immédiatement dessous, qui sont le niveau des comportements des différents agents de l'économie et qui sont symbolisés en fait par les actions que mettent en œuvre ces acteurs. Ensuite, il y a le niveau psychique qui est le niveau des états mentaux individuels, dont les prototypes en économie sont évidemment les croyances et les préférences des agents qui sont censés pouvoir pratiquement seuls rendre compte du comportement de ces agents économiques. Et enfin, un dernier niveau qui peu à peu a pris sa place dans l'ensemble des niveaux, qui est le niveau des activités du cerveau, et en particulier sa représentation par les zones actives du cerveau. Alors, une première remarque, c'est que ces niveaux sont des niveaux d'emboîtement matériel, sauf le niveau psychique, qui est un niveau qui a une singularité très nette dans ce schéma, puisque autant le cerveau est une partie de l'individu et l'individu est une partie de la société, autant les états mentaux sont dans une position un petit peu en parallèle par rapport à cet emboîtement général. Ces niveaux sont reliés par 3 mécanismes, 3 strates. Le passage de l'individu au social, c'est le domaine
spécifique de l'économie, qu'on pourrait appeler du coup l'écoéconomie, pour bien enfoncer le clou. Le passage des états mentaux individuels aux actions individuelles, c'est le domaine de la psychoéconomie et de la behavioral economics au sens étroit du terme, c'est-à-dire qui est vraiment uniquement fondée sur les états mentaux des agents, alors qu'elle a tendance un petit peu aujourd'hui à s'étendre à la partie cérébrale également. Et enfin, la neuroéconomie, qui est plutôt l'étude du rapport entre les activités du cerveau et les états mentaux individuels et évidemment les conséquences au niveau supérieur. Alors, c'est une représentation qui est discutable, qu'on pourrait commenter, mais qui est en général quand même un peu la vision reçue en économie. Alors, chaque niveau est caractérisé d'une part par ses variables et d'autre part par des techniques d'investigation. Parlons d'abord des concepts qui sont utilisés à chacun des niveaux. Alors, les typologies de variables qui sont utilisées sont en général assez précises, sauf le maillon faible, en fait, ici, c'est le niveau psychologique, puisque si les actions sont des actions assez bien répertoriées en général, les états mentaux posent beaucoup plus de problèmes de définition en elles-mêmes. D'une part, parce que ces états mentaux, par exemple les croyances des agents, peuvent parfois être traduites par des concepts mesurables comme les probabilités que l'on peut accorder à tel ou tel état de la nature. Mais même les croyances sont des objets extrêmement complexes, évidemment. Les croyances ont des aspects structurels, ce sont des relations entre des variables déjà d'emblée et sont assez difficiles à représenter en tant que telles. Le problème devient encore plus compliqué au niveau des émotions, comme on le sait très bien, les émotions dont on se donne d'habitude des listes, mais dont on ne donne pas de techniques de mesure particulièrement précises lorsque ces émotions sont censées être exprimées par les agents. Les listes sont quand même relativement stables, d'ailleurs, que l'on peut donner des émotions. Sinon, au niveau inférieur, on a des signaux physiologiques ou des signaux cérébraux qui, là encore, sont assez faciles à définir de façon rigoureuse et pour lesquels il existe des protocoles de mesure suffisamment précis. Alors, l'observabilité des variables n'est pas toujours consensuelle. Par exemple, les états mentaux des agents ont, pendant un certain temps au moins, été considérés comme non observables par les économistes, j'y reviendrai, alors qu'ils sont considérés comme observables par les psychologues. Donc là, il y a des divergences d'appréciation sur ce qui est effectivement observable ou non. Deuxième nuance dont on a peu parlé ici, c'est l'observabilité sur le terrain ou l'observabilité seulement en laboratoire. La plupart des expériences qui ont été proposées aujourd'hui sont des expériences de laboratoire. Pour des raisons techniques, très souvent, effectivement, les états mentaux en particulier ne sont observables qu'en laboratoire et posent le problème général qu'on pose d'habitude, qui est le problème du parallélisme, à savoir dans quelle mesure ce qu'on observe en laboratoire est généralisable dans la vie réelle. Alors, je n'ai pas vu grand-chose sur la spécificité des expériences faites sur le cerveau sur ce problème du parallélisme qui, lui, est tout à fait général. Est-ce que, effectivement, on peut, de façon simple, penser que ce qui est mesuré en laboratoire est extrapolable à la vie réelle en ce qui concerne les signaux cérébraux? Ensuite, interviennent ce qu'on appelle des principes de pontage, des bridge principles, à savoir que certains concepts ou certains éléments sont mis en relation à des niveaux différents.
L'exemple type qu'on a répété très souvent dans la journée, c'est le signal neuronal qui est mis en relation avec un concept psychologique, en particulier le concept de récompense, par exemple, qui a sa contrepartie sous forme de zone du cerveau. La question qui se pose et sur laquelle, là encore, je voudrais mettre l'accent, c'est quelle est la contrepartie précise d'un signal neuronal. Est-ce que c'est un concept simple, comme le concept de gain ou le concept de probabilité? Est-ce que c'est un concept qui est déjà un concept composite et qui traduit très souvent une disposition de la part de l'agent? Je pense par exemple au regret, je pense à la notion de fairness ou d'équité, je pense à l'aversion au risque, je pense à la préférence pour le présent, etc., etc., qui sont déjà des concepts assez élaborés, qui sont des combinaisons de concepts simples. Ou est-ce que même la contrepartie d'un signal neuronal, c'est un mécanisme, par exemple la prévision d'une conséquence, l'évaluation d'une récompense, etc. Donc la contrepartie du signal neuronal est en général une contrepartie qui est quand même assez compliquée, qui varie dans la littérature selon les articles que l'on considère. Ce qui est plus important, évidemment, c'est la nature de la relation qui lie le signal neuronal au concept psychologique. Lorsqu'on en définit les principes de pontage, on a en général l'exemple du prototypique, qui est vraiment l'exemple qui marche, et qui est peut-être un des seuls exemples d'ailleurs qui marche vraiment bien, qui est l'exemple de la température qui est représentée par l'énergie cinétique des molécules. Et dans ce cas-là, le principe de pontage est un principe extrêmement simple, puisque c'est par définition le même phénomène que l'on traduit à deux niveaux d'organisation différents. La température et l'énergie cinétique des particules, c'est la même chose dans la théorie physique. Ce sont deux expressions différentes d'un même phénomène. Est-ce qu'il en est de même ici? Est-ce que le signal neuronal et le concept psychologique sont deux expressions différentes d'un même phénomène, ou au contraire, est-ce que la relation est plus complexe? Alors, premièrement, est-ce que c'est une relation empirique ou c'est une relation de nature un peu différente? Alors, pour que la relation soit empirique, il faut d'ailleurs que les deux soient observés de façon simultanée. Il faut que le signal et le concept psychologique soient mesurables indépendamment. Est-ce que c'est une relation de causalité ou une relation simplement une corrélation? Est-ce qu'il existe un décalage temporel entre les deux? Et surtout, le point fondamental, c'est que cette relation entre le signal et le concept psychologique est une relation qui souvent est une relation non univoque. On y a insisté là, c'est un fait dont on a parfaitement conscience. Différents états psychiques sont associés à une même trace cérébrale et différentes zones cérébrales sont associées éventuellement à un même état psychique. On n'a pas du tout un isomorphisme entre les deux termes. Et cette absence d'isomorphisme, évidemment, qui justifie ce qu'on a appelé le phénomène de la corrélation inverse, qui est en fait, d'un point de vue logique, le phénomène d'erreur de l'affirmation du conséquent, c'est-à-dire que lorsqu'on observe qu'une certaine zone cérébrale est active, on en déduit que tel phénomène psychologique est en jeu. Le passage suivant, c'est le problème. Une fois que l'on a défini des relations de pontage entre les variables, une fois que l'on a un modèle à un certain niveau, on peut construire par simple transmission un modèle à un autre niveau. Là encore, le prototype, si je reprends l'image classique, le prototype, c'est lorsqu'on a la température et la théorie cinétique et la vitesse cinétique moyenne des particules, c'est là le fait que l'on peut dériver la loi des gaz parfaits de la loi de mouvement des molécules. Ici, évidemment, le problème est beaucoup plus compliqué. Ce que l'on souhaite, évidemment, ce qui est visé, c'est que, d'une part, au niveau économique, on a le modèle rationnel plus ou moins amendé.
À un niveau plus psychologique, on a des algorithmes cognitifs qui fonctionnent à partir d'opérations de raisonnement, d'opérations mentales simples et qui puissent redonner le modèle rationnel. Et à un niveau encore inférieur, on a des mécanismes cérébraux qui sont capables de justifier les algorithmes cognitifs qui sont utilisés psychologiquement par l'individu. Le problème, évidemment, c'est le problème de la multifonctionnalité que l'on vient de mettre en évidence, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas un isomorphisme entre les variables et donc il ne peut pas y avoir d'isomorphisme entre les modèles correspondants. Un deuxième problème qui est particulièrement sensible, c'est celui de la dynamique du raisonnement ou de la dynamique du fonctionnement cérébral. Et de ce point de vue-là, ce qu'on peut dire assez généralement, je crois, c'est que alors que les économistes décrivent en général des modèles relativement statiques, ils sont des modèles, sauf les modèles d'apprentissage qui ont été développés plus récemment, les neurologues, eux, se sont d'emblée placés dans une situation plus dynamique puisqu'ils ont étudié assez naturellement des opérations cérébrales qui ont une nature dynamique évidente. Et donc, il y a une articulation qui est plus compliquée à réaliser entre ces aspects statiques et dynamiques. Une conséquence de cette transmission par pontage, c'est que le même phénomène peut avoir une évaluation multiple à différents niveaux. L'exemple type que l'on peut donner, c'est évidemment l'exemple de l'utilité. Pour les économistes, au niveau économique, il y a une utilité décisionnelle qui est une utilité qui est révélée à partir des actions effectuées. Cette utilité est l'utilité traditionnellement considérée par les économistes, à savoir que si un agent préfère une action à une autre, c'est qu'il accorde une utilité supérieure à cette action par rapport à l'autre, et donc on peut révéler d'après l'observation des actions que l'agent réalise, les utilités qu'il accorde à ces différentes actions, dans une certaine mesure. On a une utilité au niveau psychologique, on a une utilité hédoniste, et cette utilité hédoniste est l'utilité telle qu'elle est ressentie et affichée par le décideur. Alors cette utilité a souvent été négligée par les économistes, ne serait-ce que parce que lorsque l'on interroge un décideur, il peut très bien, pour des motifs stratégiques, afficher des utilités qui ne sont très différentes des utilités qu'il ressent effectivement. Et enfin, on peut imaginer une utilité neuronale, et cette utilité neuronale serait construite à partir des signaux du cortex qui sont corrélés justement avec la notion d'utilité. C'est-à-dire que cette utilité neuronale, c'est celle qui se manifeste par le fait que certaines zones s'allument dans le cerveau. Et alors, elle ne peut peut-être pas être mesurée de façon précise, mais enfin, elle a en tout cas une certaine signification. Et donc, le problème est le problème de la compatibilité de ces évaluations différentes que l'on peut faire de la même variable à travers différentes techniques d'investigation. Je passe à des aspects un peu plus méthodologiques. Et je voudrais surtout d'abord commencer par confronter deux approches qui ont cours dans l'analyse des modèles qui sont proposés par les différentes disciplines. J'oppose ici une approche idéaliste au sens pas philosophique du terme d'ailleurs, mais une approche idéaliste au sens où ce sont les modèles qui sont proposés sont des modèles idéaux qui approchent la réalité sous certains aspects et dans certaines limites. L'économie s'est fait une spécialité de cette approche idéaliste. Le modèle rationnel
il ne faut jamais l'oublier, et ça je crois que c'est un point important pour les neurologues, c'est que le modèle rationnel a été proposé par les économistes essentiellement comme une brique élémentaire pour définir le collectif, c'est-à-dire que le modèle rationnel ne se voulait pas réaliste a priori en lui-même, c'était simplement un modèle simple et commode qui permettait de dériver des conséquences sociales. Et ce modèle, néanmoins, a été remis en cause. Quand est-ce qu'un tel modèle est remis en cause en économie? Il est remis en cause si on fait apparaître des phénomènes dont on arrive à formaliser les hypothèses et qui donnent lieu à des conséquences nouvelles. Deux exemples types, la rationalité limitée. La rationalité limitée, c'est une idée qui est très connue des économistes depuis longtemps, mais elle n'a commencé à être véritablement intégrée dans la théorie économique que parce qu'on a réussi à construire des modèles formels de rationalité limitée. L'idée de rationalité limitée a pu donner lieu à des modèles relativement précis, et parce que la rationalité limitée conduisait à des conséquences sociales qui étaient différentes des conséquences auxquelles on aboutissait avec une rationalité parfaite. Sans ces deux conditions, l'idée de rationalité limitée, même si elle paraissait plus intéressante, n'était pas une idée qui était forcément retenue par les économistes. Même chose pour les problèmes d'apprentissage, qui n'ont véritablement été pris en compte que lorsque des modèles d'apprentissage devenaient formalisés, devenaient disponibles, et lorsque les phénomènes d'apprentissage conduisaient à des conséquences différentes des modèles sans apprentissage. Et du coup, l'économie a connu des modifications successives du modèle rationnel. L'approche en neurosciences est une approche qui, a priori, est une approche plus délibérément réaliste. La première remarque, c'est qu'elle il y a une importance plus grande qui est accordée aux variations interindividuelles, ce qui est en général pas le cas en économie, qui est assez peu sensible aux variations interindividuelles. Le modèle rationnel est censé s'appliquer à tous, partout et toujours. Ce problème des variations interindividuelles pose une question qui me semble tout à fait fondamentale, qui n'a pas non plus été beaucoup abordée, mais qui est sûrement discutée par les neurologues, je présume, qui est le problème de l'universalité et de la stabilité du cerveau. Est-ce que le cerveau, effectivement, est-ce que l'on peut considérer que le cerveau est grosso modo le même pour tout le monde, et est-ce que ce cerveau est stable dans le temps? C'est une question quand même qui paraît relativement essentielle. La remise en cause des modèles se fait lorsque apparaissent des biais systématiques, et en particulier, les neurologues s'intéressent beaucoup aux cas cliniques, ce que ne font pas les économistes par définition. Remise en biais systématique, par exemple, qu'est-ce qu'il est apparu comme biais systématique? Par exemple, la non-symétrie entre le traitement des gains et le traitement des pertes, ou le fait que les agents n'agissent pas de la même façon lorsqu'ils sont face à un environnement incertain passif ou lorsqu'ils sont face à une situation d'incertitude stratégique. Et là, le choix est en fait entre des modèles alternatifs qui sont d'origine quelconque, on va voir qu'ils sont en général quand même d'origine économique, mais il n'y a pas de modèle préféré a priori par les neurologues. Deux attitudes extrêmes qui sont suivies par les économistes, par les économistes. Une attitude qui est une attitude que je qualifierais de protectionniste, c'est-à-dire qui consiste à dire que chaque niveau ontologique a ses propres observables et ses propres modèles. Et cette attitude, elle a sa meilleure illustration, c'est un article qui est célèbre chez les économistes, mais qui est peut-être moins célèbre chez les neurologues, qui est un article de Gull et Pesendorfer, dans lequel ils essayent d'isoler l'économie
grâce à la théorie des préférences révélées. Ils essayent de montrer que justement l'économie n'a rien à apprendre du tout de la neuroéconomie. L'économie est fondée sur la théorie des préférences révélées que j'ai esquissée rapidement tout à l'heure. Et l'économie ne dit rien sur le fonctionnement du cerveau, et donc, en sens inverse, le fonctionnement du cerveau ne peut pas aider d'une façon quelconque la théorie économique. Bien entendu, cette théorie est une théorie extrême et qui a été tout à fait contestée par les économistes eux-mêmes. La principale contestation consistant à dire que la théorie des préférences révélées est extrêmement limitée, puisque, en particulier, parce que les états mentaux sont des états complexes et fluctuants, et que ces états mentaux, dès qu'ils sont complexes et fluctuants, ne peuvent plus être révélés à partir des actions effectuées par les agents. L'autre attitude est une attitude beaucoup plus libérale, et qui consiste à dire que les observables d'un niveau d'organisation ontologique peuvent contribuer à tester les modèles d'un autre niveau, avec la possibilité de substituer et même de mélanger les variables explicatives, c'est-à-dire qu'un phénomène purement économique peut être expliqué simultanément par d'autres variables économiques et par des variables non économiques, par exemple des variables de nature neurologique. Là encore, des limites diverses ont été présentées contre cette attitude. L'une consiste à dire qu'il y a une incommensurabilité des variables entre les niveaux d'organisation, que ces variables ne peuvent pas rentrer directement dans un même modèle. L'autre, qui est plus subtil, qui consiste à dire que si on introduit des variables de nature différente dans les modèles, on risque de faire des doubles comptes. L'approche qui est le dernier point que je voudrais aborder, c'est l'idée qu'évidemment, lorsque l'on confronte les modèles économiques, puisque c'est d'eux qu'il s'agit essentiellement ici, désormais, à des données qui sont de nature neurologique, on peut avoir, comme d'habitude, une double approche. Une approche projective qui consiste à tester des modèles définis a priori, fournis par l'économie en les confrontant aux données de la neurologie, et l'approche inductive qui, au contraire, consiste à partir des données et d'essayer de dégager des régularités dans ces données. Une remarque qu'il faut faire d'emblée, c'est que l'approche projective, comme on part de l'économie, est une approche qui est descendante, c'est-à-dire qui forcément est une approche qui part des niveaux d'organisation le plus élevés et qui descend vers le niveau d'organisation le plus bas, alors que l'approche inductive est en même temps ascendante dans le cas présent, puisque l'on part des données cérébrales et que l'on remonte vers l'économie. Alors ces deux approches ont des limites qui sont bien connues dans les deux cas. L'approche projective est limitée par le fait que l'on teste simultanément un grand nombre d'hypothèses et que l'on ne peut pas dans ce cas-là dire quelles sont les hypothèses qui sont éventuellement remises en cause par les expériences. Deuxièmement, cette approche projective est toujours limitée dans la mesure où on ne peut pas la pousser jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il y a forcément aussi une phase ascendante que l'on est obligé de satisfaire. On ne peut pas descendre jusqu'aux données les plus primitives, et en particulier, les observations cérébrales sont toujours déjà pré-traitées. Ça, c'est un point qui me paraît intéressant. C'est en général décrit dans la littérature neurologique, mais on y passe assez rapidement, à savoir que les images cérébrales que l'on nous fournit, et les économistes sont surpris la première fois qu'ils le voient quand même, ces images cérébrales sont des images qui sont hautement pré-traitées,
semble-t-il, les données brutes sont des données qui sont relativement fragiles et bruitées, et donc il faut des superpositions de telles données brutes pour arriver à des images cérébrales relativement simples et lisibles. De fait, ces images cérébrales peuvent être considérées comme des faits stylisés, au sens où les économistes parlent de faits stylisés. Ce sont déjà des constructions, évidemment, assez élaborées à partir des données brutes. En sens inverse, l'approche inductive est limitée par le fait qu'il y a une sous-détermination des modèles par les faits, c'est-à-dire que l'on peut toujours construire une infinité de modèles qui rendent compte des mêmes faits, ce qui fait que les modèles que l'on propose ne sont pas quelconques, mais sont déjà contraints. On se définit des catégories de modèles que l'on on va chercher un modèle dans une classe de modèles que l'on se donne néanmoins a priori. On n'est pas capable de faire de l'induction parfaite, là encore. Quelques principes directeurs a priori définissent cette classe de modèles, en particulier la plupart des modèles, par exemple, sont construits à partir de l'idée que les agents combinent des croyances et des préférences, justement. Enfin, les deux concepts de croyance et de préférence sont quand même des concepts qui sont admis a priori dans la plupart des modèles que l'on est amené à construire. Donc, on a une double approche, en fait, projective et inductive, et la question qui se pose à ce moment-là, c'est à quel niveau va-t-on confronter réellement les données et les modèles. Dans l'approche projective, on peut être plus ou moins ambitieux, on peut essayer de tester des principes généraux issus de l'économie. Quels sont ces principes généraux qui gouvernent la théorie économique? Par exemple, le fait que la plupart des utilités sont commensurables d'une façon ou d'une autre. Par exemple, l'indépendance entre les croyances et les préférences, même si la théorie commence à mettre en cause cet axiome. L'idée qu'il y a une distinction entre le risque et l'incertitude, etc. Donc on a un certain nombre de principes quand même assez forts, et on peut essayer de tester à partir des données cérébrales ces principes eux-mêmes, dès le départ. Ce qui est le plus commun, c'est le test de modèles. Le test de modèles qui sont en général des modèles paramétriques, que ce soit le test du modèle d'espérance d'utilité, d'espérance variante, le modèle de hiérarchie cognitive qu'on a évoqué tout à l'heure, le modèle de réponse quantale, etc. Et on peut être encore plus modeste et tester simplement des formes fonctionnelles, par exemple l'attitude des agents vis-à-vis de l'équité, ou encore de tester le fait de savoir si la préférence pour le futur est de nature plus exponentielle ou plus hyperbolique, etc., etc. Donc en fait, il y a toute une gamme, on peut fixer le niveau de confrontation entre les données et le modèle à un niveau relativement variable. Dans l'approche inductive, qu'est-ce que l'on peut espérer? D'abord, on peut espérer la suggestion de variables explicatives. C'est-à-dire qu'on peut espérer que tout le travail d'expérience sur le cerveau permet de suggérer de nouvelles variables explicatives. Alors, ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Par exemple, une des tartes à la crème, si vous me permettez l'expression, qui circulait à un moment dans le milieu économique, c'était de dire que les émotions n'étaient pas prises en compte jusque-là par la théorie économique, et que ces émotions et que l'analyse du cerveau, au contraire, montrait l'importance que pouvaient avoir les émotions. Le problème, c'est que le rôle des émotions est quand même resté à mon sens relativement mal défini jusqu'à présent,
et que on en est resté à un slogan d'une certaine façon, du même qu'il y avait un slogan très longtemps en économie qui disait Money Matter, Money Matters, il y a un slogan qui disait Emotions Matter, mais sans que l'on aille tellement plus loin dans l'analyse. Mais rien n'empêche, dans un futur à venir, que ces émotions soient définies de façon plus précise. L'approche inductive peut simplement suggérer certaines formes fonctionnelles, donc ça fonctionne à l'envers. En tout cas, ça marche assez bien en psychoéconomie où une économie comportementale a insisté sur le fait que la préférence pour le présent, pour le futur, avait une forme hyperbolique plutôt qu'exponentielle. Les résultats à partir des expériences sur le cerveau, pour l'instant, n'ont pas vraiment, à mon sens, suggéré de forme fonctionnelle, pas plus qu'ils n'ont suggéré beaucoup de variables explicatives. Suggestion, encore plus modestement, de conditions d'application, c'est-à-dire de dire qu'un modèle est appliqué. L'expérimentation du cerveau permet de dire que tel ou tel modèle est applicable dans certaines conditions plutôt que dans d'autres conditions. Je ne dirai pratiquement rien de l'approche normative, sinon qu'il y a une espèce de tentation quand même dans l'approche normative, une espèce de tentation à faire un court-circuit auquel les économistes ne sont pas très habitués, de faire un court-circuit entre la description et la prescription. On a l'impression qu'on voudrait aller très vite pour appliquer les enseignements de l'économie, de la neuroéconomie à la décision concrète. Alors que Keynes se disait que tout homme politique est la victime d'un économiste mort, pour signifier que le temps d'influence des théories économiques sur la décision économique était un temps extrêmement long. On a l'impression que là, on voudrait un peu que ce soit l'inverse, c'est-à-dire que tout homme politique est la victime d'un neuroéconomiste encore bien vivant. J'en arrive à ma conclusion. En conclusion, je voudrais d'abord dire la chose suivante, c'est que je crois que pour l'instant, si l'on regarde un petit peu le bilan des échanges entre les économistes et les neurologues ont quand même beaucoup profité d'une certaine manière des modèles économiques. Ils se sont appuyés assez largement sur les modèles économiques, soit pour les endosser tels quels, soit pour les modifier éventuellement un petit peu. Le retour, pour l'instant, est assez limité, c'est-à-dire on ne peut pas donner beaucoup d'exemples de modèles économiques qui ont vraiment été amendés grâce à des expériences, non pas de psychoéconomie, parce que là je crois qu'il y a des exemples avec Kahneman et Tversky, etc., mais véritablement de neuroéconomie. Pour que cet échange soit plus symétrique, je pense que 3 conditions devraient être réunies. La première, c'est de faire un bilan provisoire de la neuroéconomie. Ce qui frappe les économistes, en fait, c'est un grand nombre d'articles qui vont dans des tas de directions, qui sont tous fort intéressants en eux-mêmes, mais il n'y a pas d'idée claire, à mon avis, de ce qui est acquis aujourd'hui par la neuroéconomie, avec quel degré de fiabilité, de ce qui reste controversé et de ce qui demeure complètement inexploré. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un besoin un petit peu de synthèse pour savoir où on en est. La deuxième, c'est de définir une stratégie de recherche modeste. Je veux dire par là que c'est un défaut en fait des économistes plus que des neurologues. Les neurologues ont étudié des situations relativement simples. Par contre, les économistes, au moins au début, ont eu une tendance à étudier des jeux déjà très compliqués, de voir
les images cérébrales associées à des jeux assez complexes, ce qui brouillait quand même un petit peu les résultats. Je crois qu'il faut revenir à des choses relativement simples, bloquer certaines hypothèses pour en explorer d'autres, faire des expériences simples et ciblées et éviter les situations trop complexes. Troisième point, respecter les cultures disciplinaires, ça me paraît important. Les économistes en particulier ont parfois le sentiment qu'il y a une certaine forme d'entrisme des neurologues dans l'économie. Eux-mêmes ont largement fait de l'entrisme dans d'autres disciplines, mais ils sont un petit peu étonnés qu'ils soient eux-mêmes la victime d'un entrisme de la part d'une autre discipline qui, en plus, profite de l'aura scientifique des sciences de la nature et qui donc tendent évidemment à s'imposer à toutes les sciences sociales et à l'économie en particulier. Deuxième point, c'est d'éviter, à mon avis, les courts-circuits interprétatifs qui négligent l'échelon psychologique, parce que l'échelon psychologique, c'est un échelon sur lequel, quand même, c'est une transition fondamentale entre le niveau neurologique et le niveau purement économique, et je ne crois pas qu'on puisse faire le grand écart direct entre le cerveau et la société. En conséquence, je pense qu'il est encore un petit peu trop tôt pour juger de l'apport véritable qui sera celui de la neuroéconomie à l'économie. La seule position raisonnable, qui n'est pas seulement la mienne, mais qui est aussi la position d'autres écrits, c'est que il faut regarder un petit peu, il faut travailler, il faut regarder ce que ça donne, et que l'arbre sera finalement jugé à ses fruits, ce qui est une parole un peu plus élégante que la version anglaise que j'aime moins, qui est « The ultimate proof is in the pudding ». Merci pour cette promenade informée et dense dans le sujet et critique. Je ne sais pas si c'était une conclusion à nos travaux ou si c'est une introduction, prendre dans les deux sens. Je suppose que ça va susciter quelques questions. Je pense qu'on va rester assez bref parce que tout n'a pas été dit, mais on ne dira pas tout ce soir. Oui, alors, donc Christian Smith a demandé à intervenir. Monsieur. Oui, alors deux remarques. La première, j'ai été tout de même étonné de ne pas entendre le nom d'Hayek. Parce que il a tout de même écrit en 1952 un programme de recherche qui est très près de celui que tu as décrit. C'est-à-dire, il est parti de l'idée qu'il n'y avait pas d'isomorphisme entre l'ordre physique, l'ordre mental et l'ordre neuronal, qu'il appelle autrement. Et il est parti de là. Donc, on l'a redécouvert. Et ce qui est amusant, c'est que c'est les neuros qui l'ont redécouvert sur ce terrain avant nous. C'est une remarque historique. Maintenant, moi, j'ai pas tout il y a quelque chose qui m'a un petit peu gêné dans ton tableau. Je le verrai un peu différemment. Il y a, me semble-t-il, deux problèmes distincts et difficilement coordonnés. Il y a d'un côté la relation théorie, modèle, expérience, dans l'ordre des économistes, qui est déjà un problème difficile. Et de l'autre côté, il y a des hypothèses théoriques et de la neuroimagerie. Alors, faire coïncider directement la neuroimagerie avec les expériences et remonter à l'une des théories, c'est pas simple. Donc, mon diagramme serait, il y a deux problèmes internes aux disciplines et après, des problèmes transversaux à ces deux disciplines. Ce qui complique, à mon avis, encore la tâche, parce qu'on ne peut pas interpréter directement des images en expérience et des expériences en images, et pourtant, c'est sur le couple expérience-image que se joue l'essentiel de la neuro. Oui, sur le premier point, j'aurais pu citer Hayek, effectivement, qui est important. Il y a Simon aussi qui est important, à mon avis, puisque l'idée, en fait, l'abandon du modèle purement rationnel pour un modèle plus réaliste est quand même partie de la rationalité limitée des contraintes et des contraintes de raisonnement des acteurs, des contraintes cognitives des acteurs.
Sur le deuxième point, oui, mais en fait, c'est le point sur lequel je voulais insister, justement. C'est le fait que, a priori, les économistes étaient très contents, puisque l'idée, c'était une séparation des tâches, en fait. Une séparation des tâches. Les économistes fournissent les modèles et les neurologues fournissent les données. C'est un peu ça l'idée naïve qu'ils ont, puisque les économistes pourraient fournir des données, mais c'est pas la façon dont ils procèdent habituellement, et donc ça devrait bien se passer. En fait, les choses sont complexes, justement, parce que les modèles et les données ne sont pas au même niveau, justement, et donc tout le travail le travail d'articulation est un travail très compliqué. Je voudrais intervenir dans la discussion parce qu'elle prend une tournure qui, par certains aspects, me plaît, par d'autres, ne me plaît pas du tout. C'est cette question de la relation que vous avez dite non univoque entre les états cérébraux et les états mentaux. Et je me semble qu'il y a un petit peu de confusion là-dessus. Peut-être j'ai créé en commençant dans mon introduction, mais bien entendu qu'il y a une relation univoque entre les états cérébraux et les états mentaux. Il y a un problème, par contre, dans notre capacité d'observer ces états cérébraux. Et c'est uniquement là que se situe le problème. C'est-à-dire que par imagerie cérébrale, on a une vision encore relativement grossière des états cérébraux. Si on pouvait la raffiner si on disposait des bonnes lois de passage du niveau neural au niveau mental, il n'y aurait pas de difficulté particulière à ce niveau-là. C'est uniquement parce que l'imagerie cérébrale visualise des ensembles de neurones relativement grands, de l'ordre du million de neurones dans un voxel et entremêlés les uns aux autres, qu'il y a ce problème d'ambiguïté, de passer du niveau de l'image à celui de l'état mental. Et de nouveaux outils dont on n'a pas tellement parlé aujourd'hui, mais qui, à mon avis, vont jouer un rôle très important, qui sont les outils de décodage multivariés, permettent, dans une certaine mesure, d'avoir une meilleure relation entre ce qui est observé dans l'image d'activité cérébrale et ce qui est postulé au niveau d'un code mental. Mais on a vu aujourd'hui déjà, je crois, dans plusieurs exposés, des relations quand même très étroites entre des signaux cérébraux et des paramètres des modèles. Là où je vous rejoins totalement, c'est que je pense qu'on ne peut pas passer directement de signaux observés à une théorie économique en faisant l'économie complète d'un modèle intermédiaire qui serait un modèle d'architecture. Et je pense que Jean-Pierre Changeux a réagi aussi vigoureusement sur ce point. On ne peut pas se contenter d'étiqueter des régions cérébrales, il faut un modèle de l'interaction entre ces régions et d'une architecture qui la fait fonctionner. Merci. Tu réagis en 2 mots ou tu... Voilà, oui, non, rapidement, il y a certainement un isomorphisme quelque part. Le problème est de savoir ce qu'on met, qu'est-ce qu'il faut mettre en correspondance, en sens, est-ce que c'est une zone cérébrale ou est-ce que c'est autre chose? Et en haut, est-ce que c'est un état mental primaire ou est-ce que c'est autre chose? C'est ça la question. J'ai encore... La distinction que tu as faite entre les approches descendantes et ascendantes est certainement très utile pour parler de la contribution éventuelle de la neuroéconomie. Et à ce sujet, je me permets d'ajouter quelques propositions. L'approche descendante, qui est en fait déductive, ne me semble pas avoir tant de succès que cela, mais peut-être suis-je victime de ma très mauvaise connaissance du domaine. J'ai entendu des exposés de neuroéconomie du regret qui mobilisaient, disait-il, prétendaient les auteurs, la théorie économique mathématisée du regret. En fait, c'était la notion commune de psychologie familière du regret qui était en cause. J'ai entendu des exposés neuroéconomiques qui prétendaient tester la théorie des préférences révélées, et en fait c'était à nouveau des notions communes de psychologie ordinaire, de préférence et de révélation, et non pas ce que les économistes appellent cela dans leur jargon. Et je pourrais donner d'autres exemples. Donc j'ai le sentiment que on ne teste pas rigoureusement des modèles économiques, plutôt des idées sur l'économie, éventuellement filtrées par une certaine connaissance moyennement informée de ce que la théorie économique fait. Et je me demande pourquoi. Mais cette description est probablement trop sommaire et tu la corrigeras. Et pour dire un mot de l'aspect ascendant, est-ce un aspect inductif ou simplement ascendant? S'agit-il de suggérer des
concepts, des pistes explicatives, de faire de l'heuristique finalement, où fait-on de l'induction au sens où on définit d'habitude le mot, c'est-à-dire en suggérant des généralités de bas niveau, mais de vraies généralités qui seraient ensuite susceptibles d'explication. Et je n'ai pas non plus l'impression qu'on soit arrivé à atteindre ce stade de définir des généralités nouvelles, mais à nouveau corriger les autres intervenants, s'il vous plaît, si tout cela est trop simpliste. Non, sur le premier point, je pense qu'on a les deux cas de figure. En fait, l'exemple qui a été donné tout à l'heure par Colin Kammerer du test du modèle des niveaux cognitifs est un exemple où c'est vraiment un modèle complètement formalisé qui a été testé, en fait. Ensuite, que le test soit parfaitement convaincant, c'est une autre histoire, mais enfin, c'est bien ça que l'on essayait de faire. C'est un modèle très précis, mathématisé, alors que parfois ce soit des modèles plus mous que l'on essaye des modèles de folk psychologie que l'on essaye de tester, c'est vrai aussi. Dans la remontée, je suis tout à fait d'accord là. Dans la remontée, pour l'instant, c'est vraiment que des régularités de bas niveau, comme tu dis, que l'on peut éventuellement mettre en évidence. On n'a pas mis en évidence pour l'instant de phénomènes plus massifs, si j'ose dire, qui seraient peu à peu intégrés dans les modèles. Bien, merci. Je crois qu'on va passer.